Je suis ce qu'on appelle, bon, je dirais pas une survivante, mais j'ai été, c'est vrai que j'ai été internée pendant plus d'un an dans un camp de triage, le camp de Mons, et puis j'ai pu m'évader. Et je suis arrivée tant bien que mal, mais ça a été une aventure terrible pour arriver en zone, ce qui était la zone libre, Toulouse. Et alors on est allé sur Bordeaux, vous savez pourquoi? Parce que mon père a dit, le gouvernement va à Bordeaux, c'est qu'ils vont résister. Alors on va à Bordeaux. Voilà. Tandis que une autre partie de ma famille, ma tante, ils sont venus vers Toulouse directement. Eux ont pu être sauvés. Mais Bordeaux, à peine arrivé au mois de mai, puisque normalement la guerre, vous savez, chez nous en France, donc ça n'a même pas duré 3 semaines. Hein. Ça a été une débandade. Il faut le dire, vous savez. On a voulu le cacher. Il faut le dire. Ça a été une débandade terrible. Si vous saviez, nous, quand on est parti de Nancy, je suis partie avec un oncle et une tante qui avaient une voiture. Donc moi, je suis partie avec la voiture, avec eux, quoi. Et c'était, nous, on descendait donc pour aller vers Bordeaux. Et puis donc tous ceux qui étaient à la frontière, puisqu'on était frontaliers, Nancy avec eux, remontaient pour aller je ne sais pas où. Ça a été réellement un désordre. Les officiers qui étaient dans des voitures, les soldats qui se fuyaient, comme ça a été réellement, c'était moche, je trouvais. Tout le monde était un peu livré à... Ah, tout le monde, je ne sais pas. Vous savez, quand ils sont partis, on chantait une chanson, nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried. C'est eux qui sont venus la pendre sur la ligne Maginot. Alors, donc, nous voilà à Bordeaux parce qu'on pensait que tout le monde allait résister. Et puis, quelques mois après, donc, on a demandé, Pétain a demandé l'armistice. Et là, je ne sais pas comment, moi je pense que quand j'étais dans le camp, ma tante qui était à Toulouse nous avait envoyé une lettre. Mais ce n'était pas des lettres, c'était de la zone libre à la zone occupée, c'était sur des cartes postales comme ça, la censure pouvait lire. Et il y avait donc l'adresse de ma tante. Et je pense que c'est comme ça, quand je me suis évadée, qu'ils ont trouvé où j'étais. Parce que comment auraient-ils pu trouver pour venir me chercher chez ma tante? Au moment où on montait dans les camions. Et c'est là que mon père m'a poussée. Et il y avait une trouée, vous savez, parce que dans les barbelés, je dis les barbelés parce que je ne sais pas comment dire, c'était du fil de fer, mais vous savez, des croisillons en fil de fer. C'était pas les barbelés, les barbus là, pointus. Bon, il y avait un trou, et je me suis évadée, je suis passée là. Et, et vite, vite, j'ai couru, comme c'était entouré de bois, j'ai été me cacher dans le bois. C'était le mois de juillet, j'étais en petite robe, hein, et j'avais pas d'argent. J'avais pas un sou, j'avais rien. Rien, rien, rien. J'étais comme je suis maintenant. Et encore maintenant, j'ai un pull avec moi, sur moi. Mais j'avais rien. Alors, je me suis dit, tant pis, je vais retourner au camp, je vais me rendre. Et puis j'ai entendu marcher des gens qui venaient et qui chuchotaient. J'ai regardé et j'ai vu un monsieur. Et donc, je suis sortie, puisque je voulais me rendre de toute façon. Et ce monsieur, justement, avait de la famille qui était dans le village en bas. Parce que ma mère et ma petite sœur étaient aussi dans le village en résidence surveillée. Et ce sont des paysans qui l'ont arrêté, alors qu'il revenait de faire des commissions, qui lui ont dit n'allez pas au village, les Allemands ramassent tout le monde. Et ce monsieur, heureusement que j'ai trouvé ce monsieur, et il était dans la résistance justement. Alors il avait son petit-neveu avec lui, un gamin de 8 ans ou 10 ans. Et il m'a dit, écoute, je te laisse. Et je me souviens encore, mais pas du nom de famille, du prénom de cet enfant, Eddy. E-D-D-Y. C'est marrant, je me souviens de son prénom, je ne me souviens pas de son nom de famille. Je te laisse, Eddy. Cachez-vous, restez là, je reviendrai vous chercher. Au milieu de la nuit, au petit jour, n'importe quand, je viendrai, soyez tranquille.
Alors, on s'est caché dans l'arbre. Et puis, je veux vous dire franchement, on pleurait tous les deux. Alors, moi, pour faire rire les gens, des fois, pour quand même, comme, vous voyez, je suis tellement émue que... Alors, j'ai dit toujours qu'après la guerre, j'ai dit, on a tellement pleuré, Eddie et moi, qu'on a dû faire pousser l'arbre avec 2 mètres au-dessus de ce qu'il aurait dû pousser. Je ne sais pas où on nous a amenés. Et ça a été le regret de ma vie. Parce qu'après la guerre, j'aurais aimé retourner. On nous a amenés dans une ferme où il y avait déjà une dizaine de personnes cachées. Comme cette ferme, elle était sur la ligne de démarcation, donc c'est pour ça qu'ils faisaient passer les gens, soi-disant, en France. Mais ce qu'on ignorait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la police française marchait avec les Allemands. Alors, donc, on nous a cachés dans cette ferme, où on dormait dans les tables, sur de la paille, vous savez, bon, on était cachés. Hein. Et donc, le lendemain, il pleuvait à torrent, vous entendez? À torrent. Et la campagne avant-guerre, c'est pas la campagne de maintenant, où les routes sont faites, les chemins sont bien bitumés, hein. C'était pas du tout pareil. Hein. Alors, un jour, ils sont venus, ils ont dit, voilà, il pleut, donc, pour passer la ligne de démarcation, c'est le moment. Parce que les Allemands, quand ils sont dans leur guérite, ils ne vont pas aller se balader le long de la ligne comme ils font, ou alors ils vont le faire en 2 minutes. Donc, entre deux, comment dit-on, 2 sentinelles, si vous voulez, qui surveillent, quoi, voilà. 2 sentinelles qui surveillent, nous on connaît les heures, on va passer. Et on nous a donné à chacun un vélo. Donc vous voyez que ces gens-là étaient des résistants. Parce que pour avoir, on était une bonne dizaine, pour avoir autant de vélos, donc on s'en va tous. Pour le moment, on poussait le vélo, ça allait, jusqu'à un certain chemin où on se rapprochait donc de la ligne de démarcation. Je ne vous dis pas, la boue, juste. Écoute, et la pluie, un torrent. C'est pour ça qu'ils c'est le moment de passer ou jamais, parce que là, on est sûr. Là, on ne va pas être effrayé. Bon, et moi, je tombais sans arrêt. Je montais sur le vélo, je tombais. Je remontais, je tombais. C'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui s'est approché de moi et qui m'a dit, écoute, maintenant il y en a marre. Alors, ou tu roules, ou tu restes là. Parce qu'on ne va pas se faire tous attraper, parce que toi, tu ne sais pas faire du vélo. Je savais. Alors je lui dis, on est loin encore. Je me revois. Écoute, c'est tout juste, je ne me suis pas mis à genoux devant lui. On est loin encore. Il me dit, non, justement, on n'est pas loin, alors il faut y arriver vite. J'ai jeté le vélo. Je vous donne ma parole. J'ai jeté le vélo et je me suis mise à courir. Je suis arrivée en même temps que... On arrive dans un village français. Moi, j'étais en sang parce que j'étais tombée tellement. Alors, le sang, la boue. Il paraît que j'avais l'air d'un monstre. Et parce qu'il me l'a dit après, le monsieur. Il m'a dit, j'ai pas jamais osé te montrer dans une petite glace parce que tu te serais fait peur. Alors, il y avait une fontaine sur la place. Il m'a dit, viens, tu vas te débarbouiller là, pour enlever un peu cette boue et ce sang. Je commence à me débarbouiller. Vous ne croyez pas qu'il y a un monsieur qui arrive et qui nous dit, ne restez pas là, partez. Il va y avoir une ronde de gendarmes français, hein, de gendarmes. Ils vont vous arrêter, ils vont vous repasser derrière. Ils vont vous rendre aux Allemands. Bon, mais tel que, on a fichu le camp, je ne peux pas vous dire. Hein. Vite, on est parti, et on a longé dans un bois nouveau, puis on partait le soir, et on marchait le soir, et on s'arrêtait dans la journée, caché, sans manger, sans rien. Bon, enfin, après, on est arrivé dans un endroit où on a pu prendre le train. On a pu prendre un train, et on est arrivé à Toulouse. Alors à Toulouse, moi, je n'avais pas l'adresse de ma tante, parce que je ne la connaissais pas par cœur. Et quand je suis partie avec ce que j'avais sur moi, hein, sur rien du tout, quoi. Alors, donc, ce monsieur avait de la famille là. Et regardez comme c'est drôle, parce que les gens de Nancy, beaucoup sont descendus sur Toulouse. Il n'y a que nous, idiots que nous étions, enfin, on est partis à Bordeaux, parce que le gouvernement allait à Bordeaux.
Alors, je savais que ce monsieur me dit, ben viens, tu vas venir chez ma sœur, et ça m'étonnerait qu'elle ne sache pas où habite ta tante, et elle appellera ta tante. Effectivement, je suis arrivée là, c'était même des amis à mes parents, ces gens-là. Alors, donc elle a prévenu ma tante, et c'est comme ça que j'ai pu aller chez ma tante. Et puis tout allait très bien. J'y suis quand même restée de juillet jusqu'à la fin de l'année, où ça allait bien. Et puis, brusquement, un jour, alors, vous êtes au courant peut-être de cette histoire. On a frappé chez ma tante. C'était la police française. Vous savez, ils étaient libérés. Les grands, comment dit-on, les grands imperméables, noirs jusqu'au fond des pieds. On les reconnaissait vite, hein, les miliciens. Parce que quand on sortait des fois dans la rue, et quand on en voyait un avec ses grands imperméables sur un trottoir, vous traversiez, hein, je peux vous le dire. Tellement on avait peur parce qu'ils arrêtaient n'importe qui. Là, vous auriez un visage qui ne leur plaisait pas, papier. Et moi, papier, je n'en avais pas. Donc, c'est pour ça, on ne pouvait pas prendre le train, on n'avait pas de papier, on n'avait rien. Et il y avait des contrôles dans toutes les gares. Hein. Il y avait des contrôles et tout. Et là, la chance, ma tante, je peux vous dire que c'était une maîtresse femme. Hein. Oh là là, on disait toujours que dans une vie antérieure, elle avait dû être adjudant. Hein. Et heureusement qu'elle ne perdait pas la tête. Donc, deux policiers, là, se présentent. Madame Hénick, oui. Le nom de famille, c'était Hénick. H-E-N-I-C-K. Alors, vous avez une nièce, hein? Vous savez, la chance que j'ai eue, c'est que ma petite cousine était descendue avec les tickets de ravitaillement, parce que moi, j'en avais pas de tickets, acheter du pain. Et qu'elles ont prié le ciel qu'elle ne soit pas rentrée. Alors moi qui ne suis pas pratiquante du tout, des fois, que souvent je me demande, je me dis ce jour-là, il y aurait mieux un miracle, ce jour-là. Oui, j'ai une nièce, effectivement, Annie. Oui, alors, elle est chez vous? Chez moi? Pourquoi voulez-vous qu'elle soit chez moi? Je sais qu'elle est au camp de Mons, près de Tours. Elle n'y est plus, elle est partie. Ah ben, vous me l'apprenez. Alors il commence à dire qui sont ces enfants. Alors ma cousine Hélène, mon cousin Henri, mon autre cousine Ida, non pas Ida, Estelle, puisque Ida était partie, moi, Ida. Donc c'était bien, elle a montré son livret de famille, c'était bien les 4 gosses. Bon, ben, quand elle viendra chez vous, il faudra nous prévenir, vous le savez. Oh oui, monsieur, j'hésiterai pas, elle a dit. Et quand il est parti, je peux vous dire qu'on lui a donné une chaise, hein, la pauvre. Et bien, vous voyez, elle a tenu le coup. Seulement un moment après, j'ai dormi, donc c'est là où j'ai dormi chez le milicien, parce qu'il m'a dit, il n'avait pas été au courant là qu'il y avait eu, mais il est venu en me disant donc que j'étais sur une liste et qu'ils allaient venir comme ça à l'improviste à nouveau. Et que je suis allée donc dormir chez eux. Et le lendemain ou le surlendemain, j'étais chez Mademoiselle Thèbes. C'était le bureau qui travaillait pour Monseigneur Saint-Liège. Alors Saint-Liège a dit à Mademoiselle Thèbes, il a fait dire à Mademoiselle Thèbes, gardez-la dans votre bureau, qu'elle ne rentre pas chez elle, chez sa tante. Je vous envoie quelqu'un la chercher. Là aussi, je suis partie avec ce que j'avais sur moi. Heureusement qu'ils ont envoyé quelqu'un et que ma tante a pu faire une valise et la donner. Alors, et là, c'est vrai, j'ai vu arriver une religieuse. Et alors, donc, elle m'a amenée avec elle. J'ai demandé au docteur Sefer, qui était caché avec moi, qui est là à Toulouse d'ailleurs. J'ai dit, Albert, tu te rappelles quand on est venu nous chercher? Parce que moi, il me semble qu'on est venu me chercher avec une voiture à cheval. Oui, un chariot tiré par un cheval. Il m'a dit, ben oui, tu ne tombes pas. Moi, je croyais, je vous assure, avoir rêvé peut-être. Je me suis dit, parce que quand même, ça me semblait drôle, dans une carriole tirée par un cheval.
je me souviens très bien du jeune gars, un jeune maquisard, qui est venu, et ça je me le rappelle, je le vois, un beau garçon, et nous qui étions enfermés là, qui n'avons jamais vu, à part l'aumônier. Alors après je disais aux copines, qu'est-ce qu'il est beau ce garçon. Il était peut-être même pas beau. Alors il me dit, écoutez, il faut absolument que je voie votre directrice. Parce que c'est moi qui étais allée ouvrir, j'étais dans la cour. Alors j'ai dit, bon, Madame Bergon, je vais lui dire à Madame Bergon. Il dit, oui, parce qu'il faut absolument qu'elle me voie, c'est très grave. Il venait la prévenir qu'ils avaient entendu par quelqu'un qu'ils avaient à la commandanture qu'on allait avoir une descente. Parce que on nous avait, peut-être pas dénoncé, mais on avait dit, dans ce couvent, il y a des juifs. Alors là, ça a été, je vous assure. Hein. Et il nous a dit, et ça peut être aujourd'hui comme ça peut être que dans 4 jours, 5 jours. Là, les 5 jours qui viennent, il faut vous attendre à une... Alors, affolement général. Hein. Entre l'aumônier, Madame Bergon et les 2 autres religieuses. Sur 25, il n'y avait que 3 religieuses au courant. C'est tout. Alors, mon Dieu, et moi qui étais recherchée, ils avaient les papiers, la commandanture, puisqu'ils étaient venus me chercher chez ma tante. Alors, vous savez, c'est pour ça qu'on a amené tout un quart avec les gens dans la chapelle des religieuses. Alors, c'était une chapelle, et c'était comme chez les carmélites. Il y avait la chapelle où tout le monde rentrait, il y avait un coin avec des croisillons en bois, et derrière ces croisillons, il y avait les religieuses. Et donc, sous le banc des religieuses, il y avait une trappe. L'aumônier a soulevé la trappe, et nous étions, parce qu'il y avait Madame Suzanne, il y avait une autre dame, et il y avait trois adultes, et moi, la plus âgée, 16 ans, j'allais avoir 17 ans d'ailleurs, là maintenant, à 17 ans. Donc, si on nous trouvait, tout le monde était fichu. Puisque, soi-disant, c'est une école que pour les enfants. Alors, on nous a dit, vous descendez là. Mon Dieu, écoutez. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas vous savez, d'ouverture. Et on ne pouvait pas être debout, on ne pouvait pas être même assis comme il faut. Il fallait être... je suis restée 5 jours là-dedans. Le 5e jour, après, au bout de 4e nuit, quand l'aumônier est descendu nous porter à manger, j'ai dit, Monsieur Kirsch, puisqu'il s'appelait Monsieur Kirsch, et on s'entendait bien, il m'aimait bien, c'est marrant, Monsieur Kirsch. Je dis, Monsieur, je remonte. Tant pis si on me prend. D'abord, on ne savait pas ce que c'était qu'Auschwitz. Nous, on pensait qu'on va m'arrêter et on va, bon, j'irai en prison, je ne pouvais pas m'imaginer qu'on gazait des gens au XXe siècle. J'ai dit, tant pis si je me fais arrêter, moi je ne peux plus rester là. Parce qu'imaginez que vous soyez arrêté. Personne ne sait qu'on est là. Même s'il laisse quelques religieuses, elles ne savent pas qu'on est là. Parce qu'on refermait la trappe et on remettait le banc pour que les religieuses... Elles étaient là à la messe et nous on était dessous à être comme ça. Et ça c'est le cauchemar de mon existence. Vous ne me faites pas monter dans un ascenseur, toute seule. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un moine, à part le moine tonsuré Oui, vous savez ce que c'est? Ah, ça m'aurait étonné si vous aviez dit oui. Partout où je vais, personne ne sait. Vous savez? Oui, dans le lit. Voilà, c'est un grand truc comme ça. Maintenant, c'est électrique. Mais avant, on mettait un brasero dedans. Et on mettait ça dans le lit. Et ça s'appelle un moine. Oui. Bon, moi, voulez-vous? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, au moment où on va au réfectoire pour prendre notre petit déjeuner, Madame Bergon me dit, Annie, montez dans la chambre Sainte-Marguerite et descendez le moine. Je dis, mince, elle qui nous dit toujours, parce qu'on nous disait toujours que même un monsieur, on ne le regardait pas dans les yeux quand on parlait. Alors j'étais... alors, je dis quand même, elle dit comme ça. Alors je lui dis, vous voulez que je monte, madame, descendre? Mais oui, montez, vous descendez le moine. Moi, je monte, je tape. Enfin, le moine était parti depuis longtemps, le vrai. Oui. Personne ne répond, naturellement. Je redescends. Écoutez, quand j'y pense, je lui dis,
Mais imaginez, dites, j'avais 16 ans, là, j'étais là. Alors, je lui dis, mais vous savez, j'ai beau frapper, personne ne répond. Mais naturellement, personne ne répond. Vous entrez, et puis vous prenez ce moine, et puis vous venez avec. Écoutez, j'en étais malade. Je remonte là-haut, je frappe, et puis j'ouvre, je rentre. J'ai bien vu un grand truc contre un mur, mais allez savoir que c'est un moine. Je redescends, je commence à m'énerver. Je lui dis, madame, je vous assure que le moine, il est parti depuis longtemps. Enfin, elle a compris. Alors, elle dit, venez avec moi, je vais vous montrer. Elle me montre, voilà le moine. Mais écoutez, il faut vous mettre à ma place, parce que je rigole, là, je ris. Mais croyez-moi que je ne riais pas, je ne comprenais pas. Et puis je frappais. Alors d'abord, je frappais tout doucement, parce qu'un moine, ça représentait quand même un monsieur. Enfin. Là, ma tante a donné signe de vie qu'elle venait de rentrer. Ils avaient été cachés, elle nous a raconté qu'ils étaient partis de Toulouse en Savoie. Parce que quand les Allemands ont envahi la zone libre, ils sont partis en Savoie. Et de la Savoie, donc, ils sont venus. Et, en Savoie, ils étaient en sécurité parce que les Italiens n'ont jamais arrêté les Juifs. Et elle m'a dit, c'est un officier italien qui est venu leur dire, nous sommes obligés de partir parce que les Allemands nous remplacent. Alors ne restez pas là. Alors je ne me rappelle pas où ils sont allés se recacher, mais tant qu'ils étaient en Savoie, tant qu'il y avait les Italiens, ils étaient tranquilles. Alors donc ensuite à la Libération, ils sont rentrés tout de suite et ils ont appelé la religieuse, Madame Bergon, et je suis rentrée comme ça, sans avoir peur Bien sûr. d'être arrêtée en route. Et des nouvelles de vos parents, de vos Jamais. Jamais. Alors, après un moment que je me suis remise un peu, et puis j'ai connu très vite mon mari. Donc, je me suis mariée très vite, hein, à 19 ans. Vous ne pouvez pas vivre que dans vos souvenirs ou avec une idée de vengeance. D'ailleurs, la preuve, moi c'est ce que je trouve magnifique, c'est que les Juifs ne se sont jamais vengés. On se dénonçait les uns les autres, des gens. On avait peur du voisin. On se revoit, qu'est-ce que vous voulez? On se revoit. Moi, j'étais une gamine de 15 ans. Et puis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. 15 ans avant la guerre, c'est pas 15 ans maintenant. Parce que les filles, maintenant, elles m'en montreraient à moi. Hein. Il y avait tout le monde, à chaque fois, on me pose cette question. Et tu n'en veux pas, la France? Je dis non, j'en veux à une certaine France. Mais à ce moment-là, il y a eu deux Frances. Il y a eu la France des salauds et il y a eu la France des justes. Et si je suis là, c'est parce qu'il y a eu une France des justes. Et moi, c'est cette France-là que j'aime. Voilà ce que je réponds.